fais le concret le plus rapidement possible. Enfin, vraiment, va à l'essentiel, quoi. Vraiment, va à l'essentiel sur les produits, va à l'essentiel sur les clients, etc. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous! Aujourd'hui, je rencontre Xavier Delannoy, porteur du projet Etika Spirulina, une ferme urbaine de spiruline fraîche. À travers ses expériences, il a découvert les bienfaits de la spiruline sur la santé et sur la planète et a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Entre la production, la distribution et la pédagogie auprès de ses consommateurs, sa vie d'entrepreneur est bien chargée et il va nous en parler. Bonjour Xavier, Bonjour Cédric, comment vas-tu? ça va très bien et toi? En pleine forme. Très bien, merci. Écoute, je te propose pour commencer de te présenter. Avec plaisir. Eh ben, je m'appelle Xavier Delannoy, j'ai 25 ans maintenant et je suis originaire de la région lilloise, donc j'ai étudié sur Lille. Et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je suis le fondateur d'Etika Spirulina, du projet et maintenant de l'entreprise Etika Spirulina. Alors tu peux nous en dire plus, Etika Spirulina, qu'est-ce que c'est? Avec plaisir. Alors Etika Spirulina, donc comme tu l'as un peu introduit, c'est une ferme urbaine de spiruline fraîche, éthique. Ça fait pas mal de mots un peu inconnus. Mais en gros, on travaille autour d'un des aliments les plus riches à l'état naturel, qui est la spiruline. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et en fait, on essaye de venir avoir un discours, une approche, une manière de production et surtout une manière de le démocratiser auprès des consommateurs qui est complètement différente et surtout éthique. Ok. Et alors comment ça t'est venu cette idée justement de développer la spiruline? C'est une longue histoire. En fait, pendant mes études, j'ai étudié en ingénierie du développement durable et puis en commerce, entrepreneuriat. Et pendant mes études, j'ai eu la chance de faire un stage 8 mois à l'étranger. J'ai choisi de faire aux Philippines dans une ONG qui s'appelle Gawad Kalinga, une ONG qui fait de la lutte contre la pauvreté. Et en fait, en travaillant dans les communautés, on s'est rendu compte qu'il y avait une malnutrition chronique chez les enfants. euh, qui nous a donné envie de nous engager en fait. Et en regardant un peu toutes les solutions aujourd'hui qu'il y avait contre la malnutrition, on a découvert la spiruline. On l'a découvert notamment en Afrique, beaucoup utilisé par l'OMS, l'ONU, etc. Et on a voulu monter ça aux Philippines. Donc on a démarré une petite ONG, notamment avec ma copine, avec des volontaires, etc., qui s'appelle Etika Spirulina Philippines et qui existe encore. Et puis en rentrant en France, fils d'agriculteur bio, j'avais envie de m'engager plus sur des nouveaux aliments, des nouvelles cultures, notamment à proximité des villes, qui sont hyper riches nutritionnellement, qui font du bien à la santé et puis qui sont écologiques. Et voilà, c'est comme ça qu'on a démarré aussi en France. D'accord. Et alors à quel moment c'est devenu du coup c'est parti d'un projet humanitaire et de la volonté de faire connaître et de fabriquer cette spiruline. À quel moment c'est devenu de l'entrepreneuriat? Et ben, c'est en rentrant en France, en fait, j'ai terminé mes études justement dans une filière entrepreneuriale sur la dernière année. C'est à ce moment-là où je me suis dit j'ai envie d'en faire aussi une réalité française avec un projet un peu global, voilà, France-Philippines. Et voilà, et on a démarré donc le cursus étudiant. Et en fait, du petit projet étudiant, c'est devenu peu à peu une vraie entreprise. Donc en rentrant d'abord dans un premier incubateur, puis dans un deuxième incubateur, en testant le projet rapidement sous forme d'un prototype. Et puis voilà, après petit à petit, la réalité s'est faite. D'accord. Ça s'est passé comment justement la création de ce premier prototype? Et ben ça s'est très bien passé. Alors en fait, bon, pour t'expliquer un peu, ça remonte à il y a un peu plus d'un an maintenant. J'avais une première associée à l'époque qui m'avait rejoint sur le projet. Et en fait, l'idée, c'était, on a fait 6-7 premiers mois un peu non concrets d'entrepreneuriat avec des business models, des calculs très scientifiques de se dire, OK, alors si on a telle surface de production, on va faire telle quantité de spiruline. Des choses qui étaient très papier, qui en fait, aujourd'hui, en étant dans le concret, on se rend compte que ça avait peu de sens. Euh, on s'est dit qu'on allait se tester très rapidement. Et j'avais déjà fait des petits bassins low-tech de spiruline dans la serre de mes parents pendant le confinement, à la ferme de mon père, etc. Et on s'est dit, on va essayer d'en faire une version un peu plus grande, donc à Roubaix. Cette fois-ci, on s'est retrouvé à Roubaix dans une ferme urbaine. On a testé une culture de spiruline sur 50 mètres carrés avec un petit budget. Et en fait, ça nous a permis de rencontrer nos premiers clients, d'avoir des premiers articles de presse, d'avoir des premiers retours. Et puis surtout, en fait, de voir si ça nous a plu ou pas plu.
pour le coup, par exemple, ça n'a pas plu à ma première associée qui a décidé d'arrêter après le prototype. Et moi, ça m'a plu, ça m'a donné la niaque de vouloir continuer. Et voilà. D'accord. Alors effectivement, là, tu citais, je pense, un sujet où beaucoup d'entrepreneurs vont se reconnaître, qui est le fait de faire beaucoup de théories au début en imaginant que ça va se dérouler exactement comme c'est écrit dans les slides. À quel moment justement vous vous êtes dit avec ton associé de l'époque, bon, on arrête de faire de la théorie, qu'est-ce qui a déclenché justement la fin de cette phase de se dire, bon allez, on arrête de faire de la théorie, maintenant on y va quoi. Et ben, il y a eu un bon, de base, nous, tous les incubateurs qui nous ont accompagnés, ça a toujours été le discours, on en parlera peut-être plus tard, mais moi, aujourd'hui, c'est mon grand conseil à toute personne qui veut essayer de l'entrepreneuriat, c'est il faut se tester, en fait, le plus rapidement possible. Nous, ça nous semblait très, très lointain de se tester sur la spiruline parce que c'est une culture et ça voulait dire pour ça avoir des infrastructures, avoir, entre guillemets, déjà une micro-ferme, une petite ferme. En fait, il y a eu le confinement qui est tombé à peu près à ce moment-là, le premier confinement, donc en 2020. Et il y a eu un peu, voilà, ce moment de flottement, de doute, un peu de fin du monde même, qu'il y avait au début du 1er confinement. Et on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment envie de s'embarquer dans cette aventure? Et aujourd'hui, pour l'instant, il y a rien de très concret. On avait remporté, tu vois, la Social Cup de Make Sense. Enfin, il y avait un petit engouement autour du projet, mais on se disait, pour l'instant, entre guillemets, on brasse du vent en fait, tant qu'on n'essaie pas de faire, de mettre les mains à la pâte, il n'y a rien de très concret. Et c'est là où on s'est dit, ok, ben, malgré le confinement, on va essayer, on est rentré dans une couveuse d'entreprise qui nous a permis d'avoir une activité sans encore être créé en entreprise. On a trouvé un partenaire à Roubaix qui nous a tout de suite accueillis à bras ouverts. Et puis voilà, c'est du concret qui s'est lancé. D'accord, oui, finalement, ça vous a aidé de rencontrer ce partenaire et aussi cette couveuse, j'imagine, qui vous a accompagné et vous a poussé vous a permis et poussé finalement à rendre les choses concrètes. Carrément, et beh, ouais, ouais, à cette époque-là, que ça soit les incubateurs, la couveuse d'entreprise, les partenaires, enfin, toute l'aventure Etika, elle s'est construite vraiment sur des gens qui nous ont épaulés, financièrement, nous prêtant un bout de terrain. Enfin, vraiment, ouais, ça a été jusque-là une belle aventure collective. Et tu vas voir dans la suite du projet, notamment avec la ferme urbaine telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le résultat de plein de mains, qui se sont activées ensemble, quoi. D'accord. Et alors du coup, euh, comment est-ce que tu as trouvé les premiers partenaires qui t'ont accompagné? Tu parlais tout à l'heure d'un incubateur. Voilà, comment est-ce que tu as trouvé cet incubateur? Qu'est-ce qui t'a encouragé à intégrer cet incubateur au début du projet? Premier incubateur dans lequel on est rentré, il s'appelait l'incubateur Évident. C'est sur la métropole lilloise, donc à Lille. Sa spécificité, en fait, il accompagne des projets qui veulent avoir des impacts soit sociaux, soit environnementaux. C'est un incubateur à impact. Et nous, ça nous plaisait beaucoup de se dire aujourd'hui, on n'est pas encore dans une dynamique d'accélération, on n'est pas encore une start-up, on a un petit projet. Euh, on sait qu'on a envie de faire quelque chose de bien via notre activité, on a envie d'être vertueux. Et du coup, on est rentré dans ces 9 mois de programme qui, en fait, ficellent un peu le business model, et notamment le business model social, sur lequel on va lancer notre activité. En nous apportant après plein de connaissances sur la com, sur le marketing, etc. Mais vraiment, la clé d'entrée, c'est comment on peut, via notre activité, avoir des impacts. Et nous, c'est ça qui nous a plu. Et c'était tout de suite axé sur avoir des impacts et un business model rentable, ou à ce stade-là, c'était principalement avoir de l'impact? Eh bah ouais, 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 c'est clair, et encore plus quand tu es dans la réalité aujourd'hui, de vouloir la recherche d'impact, en tout cas la recherche de vouloir faire un business vertueux entre guillemets, c'est clair qu'elle est, enfin du coup elle ralentit la course à la rentabilité de manière assez violente. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah ouais, surtout quand tu démarres en fait, tu as tellement de bonnes intentions que le business ça passe après en fait, le modèle éco il passe après. Et c'est vrai que l'incubateur a commencé justement à nous remettre un peu les pieds sur terre, de nous dire, notamment en faisant rencontrer des experts comptables, etc., de nous dire, OK, faut que ça tourne, quoi. Faut que l'algorithme tourne en émergeant avec des belles choses, mais faut qu'économiquement ça tourne, quoi. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important au départ de savoir. Après, on peut effectivement vouloir faire de l'impact sans rentabilité, mais si derrière on vise effectivement d'aller plutôt de l'aspect entrepreneuriat, je pense que c'est important dès le début d'avoir des personnes autour de soi qui obligent à réfléchir, à se dire voilà, est-ce qu'il y a quand même un modèle économique
même s'il est plus dur, comme tu disais, à lever derrière. Et alors tout à l'heure, tu nous parlais d'une première associée. Alors même si tu disais qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas, mais bon, c'est une première associée. L'associée, de toute façon, l'association, c'est toujours des choses assez compliquées chez les entrepreneurs. Il y a toujours des hauts et des bas. Peut-être pour commencer, finalement, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'associer? Puisque si j'ai bien compris, quand tu es revenu des Philippines, ben, c'était ton idée. Voilà, t'étais seul à avoir cette idée, à le développer avec potentiellement des soutiens aux Philippines, mais en tout cas en France. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à t'associer? Comment tu as réussi à la rencontrer? Sur quels critères vous avez décidé de vous lancer ensemble? Ouais, bon nous c'est moi c'est un peu particulier, hein, pour le coup, parce que j'ai eu 2 associés et au fur et à mesure de l'aventure et les 2 associés ont décidé d'arrêter. Alors je pense pas que ce soit moi, on y reviendra un peu un peu plus tard. Je pense plus que c'est la typologie de l'activité et cetera, dont on va discuter. Alors, en revenant des Philippines, bah, j'avais déjà en fait, déjà une entre guillemets «une cofondatrice» sur le papier qui était, ma copine. Qui pour le coup, elle, porte vraiment avec une main de fer la partie aux Philippines, et puis même en France en fait, d'autant plus maintenant qu'elle est en France. Donc elle là-dessus, elle apporte beaucoup, mais en fait, à l'époque, c'est vrai que, sur la partie entreprise française, je me disais que tout seul, j'arriverais pas à le faire. Je J'ai le sentiment de, déjà j'avais 22 ans à l'époque, donc déjà un peu le sentiment de, enfin pas être hyper à ma place, ou de manquer en tout cas de crédibilité. Et puis, pareil, j'avais pas de connaissances en agriculture particulière, à part le fait d'être, fils d'agriculteur, mais j'avais pas de diplôme d'ingénieur en agriculture, j'avais pas, donc j'avais l'impression qu'il me manquait des choses et c'est ça qui m'a poussé à, voilà, à chercher quelqu'un. Et comment ça s'est fait? Beh, on s'est rencontrés, enfin c'est un peu souvent des rencontres et des rencontres qui font qu'on arrive à une personne. Là, ça a été comme ça pour le coup, parce que j'ai pas fait de recherche officielle d'associé. Donc voilà, c'était des rencontres et puis au début, c'était plus de l'accompagnement et puis finalement ça s'est vite transformé en association. D'accord, oui, tu as un peu dit autour de toi que tu aimerais bien avoir des personnes qui travaillent avec toi, et puis c'est comme ça un peu que c'est arrivé. D'accord, c'est intéressant, hein, parce il y a souvent beaucoup de personnes se posent la question sur comment est-ce qu'on fait pour trouver un associé. Euh, Et beh là, la deuxième personne du coup qui m'a rejoint après, pour le coup, c'était une vraie recherche, donc avec des entretiens, avec un RH et cetera. Il s'avérait que c'était un pote qui m'a rejoint, mais il a quand même passé tous ses entretiens et cetera. Il est quand même passé par la case RH, il avait quand même des entre guillemets «des candidats en face». Hem Bon, pour le coup, il a arrêté aussi. Et aujourd'hui, bah, c'est pareil, en fait, on a toujours cette question de se dire, moi, aujourd'hui, je suis à nouveau, entre guillemets, tout seul à la tête de l'entreprise en France. Et du coup, toujours pareil, ce questionnement de se dire, est-ce que ça vaut le coup de repartir avec un associé? Est-ce qu'on est prêt encore à ouvrir l'aventure et puis essayer de continuer? Euh, et c'est pareil, cette question aussi de se dire, bah, comment je vais faire pour le trouver, justement. et qu'est-ce qui a fait selon toi que bah, finalement que ça n'a pas fonctionné avec les associés euh, avec lesquels tu as essayé de marcher? Je crois vraiment que c'était juste des choix de vie, des choix de chemin, enfin des choix de chemin professionnels qui étaient pas en phase pour les deux. Je pense que après avoir testé en fait ce qu'était l'entrepreneuriat, ben, voilà, ils n'étaient pas forcément en phase avec tout ça. Et puis aussi, on est dans notre modèle, on est une structure agricole, donc avec la production, donc dépendant de la météo, etc. Et c'est pareil, tout le monde n'est pas forcément aussi sensible à ça, ou en tout cas, en tant que fils d'agriculteur, moi j'ai l'habitude de me dire que l'entreprise va dépendre aussi de la saisonnalité, de la météo, etc. Tout le monde n'est pas forcément prêt à ça. Oui, ils ont découvert la vie d'entrepreneuriat, enfin la vie d'entrepreneuriat au sein d'Etika Spirulina, et effectivement, ils se sont dit que c'était pas forcément pour eux. Et qui est effectivement, de toute façon, des vies particulières. Les vies d'entrepreneurs sont des vies particulières. Donc voilà, et j'imagine qu'ils ont certainement trouvé d'autres projets plus adaptés. Alors du coup, justement, tu parlais ben, de le côté agriculteur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ben, finalement qu'est-ce qu'aujourd'hui vous faites exactement? Tu nous parlais tout à l'heure d'une ferme urbaine. Quels sont les produits? Quels sont un peu vos clients? Voilà, comment ça se développe?
Ouais, carrément. Est-ce que tu veux que je te fasse peut-être un petit topo sur la spiruline? Super parce que je pense, et je suis le premier ici, je pense que dans les auditeurs, tout le monde ne connaîtra pas la spiruline. Voilà, donc je suis très intéressé pour en savoir un petit peu plus. Et ben, du coup, la spiruline, ça pousse un peu comme une microalgue. Et on dit souvent que c'est une microalgue, mais en fait, c'est une cyanobactérie. Faut s'imaginer que c'est globalement la même chose. C'est des bassins, entre guillemets, verts. Donc, c'est microscopique. Donc, on arrive devant de l'eau verte. Et en fait, pourquoi on en parle de plus en plus aujourd'hui? C'est parce que c'est un des aliments les plus riches à l'état naturel. Euh, S'il fallait le classer, ça serait lait maternel en premier, et puis deuxième, la spiruline. Et il y a beaucoup d'organismes qui sont intéressés, l'ONU, l'OMS, etc. Et le voient même comme un des, serait-ce le plus grand, ou en tout cas l'un des plus grands aliments pour le 21e siècle, pour la transition alimentaire, etc. Pourquoi ça? Parce qu'elle a une richesse nutritionnelle qui est fabuleuse. Tu as 70% de protéines, tu as beaucoup de minéraux, dont le fer en des grosses quantités, tu as des antioxydants qui sont très intéressants, des oligo-éléments, de la vitamine. Euh, Bref, du coup, cette richesse nutritionnelle, elle vient apporter des bienfaits sur la santé, qui sont aujourd'hui aussi prouvés scientifiquement, bienfaits sur la fatigue au quotidien, sur le système immunitaire, sur l'énergie, enfin bref, ça a plein de bienfaits. Euh, voilà, et d'ailleurs, ces bienfaits, en fait, l'ont presque transformé un peu comme un complément alimentaire. Je sais pas si c'est comme ça que tu le voyais, toi. Alors, je vais être transparent, j'avais un peu triché quand même avant de faire notre échange, je m'étais quand même un peu renseigné. Donc voilà, donc effectivement j'avais vu, mais effectivement je pense que avant d'avoir creusé un petit peu sur ce que c'était, oui, pour moi quand je lisais un peu les descriptions on va dire, grand public de la spiruline, effectivement c'était plus décrit comme un complément alimentaire. Carrément. Et ben oui, oui, parce qu'aujourd'hui, tu as 90% du marché qui vient de l'étranger, et qui est très souvent présenté en complément alimentaire, en gélule, en cachet, que tu peux trouver même dans les rayons parapharmacie des grandes surfaces traditionnelles, dans les pharmacies, etc. Et en fait, nous, à Etika, on s'est dit on voyait vraiment la spiruline comme un des grands aliments du monde de demain, sur les bienfaits santé, sur les bienfaits écologiques aussi. On peut en reparler, mais c'est un aliment qui nécessite très très peu de ressources en termes d'eau, d'électricité, de surface pour produire. Et puis c'est de la protéine entre guillemets alternative, donc notamment pour les gens qui demain veulent limiter leur consommation de viande. Et en fait, on le trouvait pas sexy. C'est pas sexy aujourd'hui la spiruline. Déjà, le mot en tant que tel fait un peu médicamenteux, mais si en plus on te le sert dans une boîte avec en cachet, et puis en plus avec une odeur un peu de bouffe pour poisson, c'est vraiment pas sexy. Et en fait, la première fois que j'ai fait un petit proto de spiruline, notamment low-tech chez mes parents, j'ai pu goûter pour la première fois de la spiruline fraîche, donc de la spiruline que tu sors du bassin. Ça te fait un peu comme, faut s'imaginer un peu comme un fromage végétal, un mix entre de la pâte à modeler verte, mais agréable en texture, et un fromage végétal. Ça te fait une pâte et qui est très douce en bouche, c'est très doux, beaucoup plus doux que peut avoir le goût de la spiruline en cachet ou déshydraté. Et, euh, et ça s'étale sur du pain comme un fromage avec un peu d'huile ou bien avec du fromage frais. Ça peut se mettre dans des smoothies, dans des houmous. C'est vraiment très doux. Et en me renseignant un peu, ouais, tu peux l'étaler sur du pain. Je t'enverrai des tartines de spiruline fraîche. Euh, c'est vraiment, enfin, c'est une forme aliment de la spiruline. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait des restaurateurs qui utilisaient ça parce que c'est une saveur qu'on appelle la saveur umami, qui est très particulière, qui est utilisée en cuisine. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent y être intéressés. C'est un peu le caviar de la spiruline, entre guillemets. Et, euh, et aujourd'hui, en France, il est très peu démocratisé parce qu'il a une DLC courte. Il a une DLC, on dit souvent 2 à 3 jours au frigo, et du coup, impossible de toucher un marché avec un produit 2 à 3 jours. Et du coup, à Etika, on s'est fait beaucoup accompagner par l'incubateur, par des collègues producteurs. Et on arrivait à une DLC aujourd'hui de 10 jours sur la spiruline fraîche, euh, juste avec un protocole qualité, donc juste en mettant une blouse, en mettant des gestes, des opérations dans notre petit atelier quasiment atelier de fromager, pour atteindre une qualité super qui nous permet d'avoir une longue DLC. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en introduction, je te disais, on est une ferme urbaine de spiruline fraîche, c'est qu'on est fier de pouvoir la proposer sous cette forme-là, euh, pour la démocratiser complètement différemment. D'accord, et c'est vraiment ce côté frais qui va permettre de, bah, justement,
de démocratiser en apportant autre chose que tu disais, un complément alimentaire qui donne pas trop envie. On mise là-dessus, on mise sur un aliment frais, en local, entre guillemets, en circuit court. L'idée, c'est pas non plus d'en envoyer partout en France. On peut le faire, mais on veut pas devenir une usine. On veut plutôt travailler sur la région Hauts-de-France pour l'instant. Euh, Avec notre spiruline fraîche, on l'a fait aussi sous forme de, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'image, mais sous forme de spiruline glacée. Donc on surgèle notre spiruline pour que les gens puissent la garder au congélateur pendant longtemps. Ça fait une sorte de tablette de chocolat de spiruline que tu viens casser dans tes smoothies, dans tes houmous, dans tes tartinables. Ça marche bien aussi. Et puis après, on la démocratise aussi, notre spiruline, sous toute une gamme de produits du quotidien pour essayer de venir toucher des gens un peu éloignés de la spiruline directement. On fait du miel à la spiruline, on fait de la bière bleue à la spiruline, voilà, des produits un peu plus grand public quotidien. D'accord. Alors la bière bleue, ça m'intrigue beaucoup la bière bleue. Déjà un parce que j'aime bien la bière et deux, j'avoue que bière bleue ça m'interpelle. Ça marche ça la bière bleue? Ça marche très bien. Ouais, ouais, on fait ça. Et ben ça date du prototype. En fait, quand on était à Roubaix, on était à 50 mètres d'une brasserie avec laquelle on faisait un autre programme entrepreneurial. Une brasserie qui est hyper engagée, qui s'appelle la brasserie Hub. Ils sont super dans leurs recettes, ils sont super dans leurs engagements, etc. Et un jour, on s'est dit, on savait que nous, de la spiruline, on pouvait extraire un pigment bleu, donc la phycocyanine, qui est utilisé, bon, pour la petite anecdote, parfois dans les bonbons Schtroumpf ou dans les bonbons Dragibus. Le bleu qui est utilisé, s'ils veulent du naturel, c'est parfois de la phycocyanine. Et du coup, on s'est dit un jour avec eux, et ben voilà, on va essayer de faire le fantasme de la bière bleue. Aujourd'hui, il y en a très peu en France, très peu dans le monde. Euh, Bière à la spiruline, ça sonne bien, c'est marrant. Alors pour le coup, on s'éloigne beaucoup du discours santé et c'était pas c'était pas dans ce sens-là qu'on le faisait, mais par contre, on se rapproche beaucoup du discours un peu démocratisant de une fois que quelqu'un a bu de la bière à la spiruline, bah au moins il vient de découvrir le mot spiruline pour la première fois et avec un peu de chance, il va venir vraiment s'intéresser à cet aliment du futur. Ok. Et en plus, je crois que ça vous a permis de faire un sacré buzz cette bière bleue d'après ce que j'ai entendu. Ouais, alors sacré buzz, ouais, 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 si, ça a été marrant en fait. Effectivement, récemment, on a beaucoup de chaînes qui ont relayé la bière bleue. On a eu le New York Post, des chaînes au Canada, même jusqu'aux Philippines, qui ont parlé de cette bière bleue et de la collab avec les brasseurs et de l'algue. Et c'est vrai que bah, c'est marrant, on a reçu plein de messages de l'autre bout du monde, du Brésil, etc., de nous demandant d'aller importer la bière chez eux. Alors on ne le fera pas, parce que le but, écologiquement, le but n'est pas d'aller importer nos produits partout dans le monde. Mais, euh, mais voilà, rien que pour la petite anecdote, c'est marrant quand même. C'est quand même sympa comme opportunité d'avoir des appels du pied de l'autre bout du monde pour exporter, euh, pour exporter les produits. Euh, non, en tout cas, c'est une idée effectivement qui est originale et je comprends l'idée en plus de se dire, bah, c'est un produit d'accès. Effectivement, c'est peut-être pas le produit le plus orienté santé, on est d'accord. Mais effectivement, si ça permet à des personnes finalement de découvrir à travers ce côté bière bleue. Et alors, comment est-ce que tu gères toute cette logistique ou enfin, parce que de ce que je comprends bien, tu as différents produits que tu mets en place, donc tu as, ta ferme urbaine, tu construis différents produits, j'imagine que tu packages. Voilà, comment tu t'es organisé, comment ça se passe aujourd'hui? Eh ben encore, c'est encore très artisanal, hein. Tout est, enfin, les process sont pas du tout cadrés encore chez nous. C'est toujours un peu l'urgence, etc. Mais c'est en train de se mettre en place, c'est chouette. Bon, déjà, depuis septembre, j'ai deux personnes qui ont rejoint l'équipe. Euh, une personne en communication et puis une personne, donc Margot en communication et Benjamin sur la partie production, donc pour m'épauler sur la production, parce qu'il faut au moins être deux. Et puis sur la partie aussi recherche et développement et puis un peu commercial. Ma copine aussi aide énormément au projet. Bon, aide déjà sur la partie Philippines de manière bénévole comme on le fait avec les quelques autres volontaires de l'ONG. Et puis file aussi des bons coups de main ici. Et, euh, et voilà. Et du coup, nous, on produit la spiruline. Donc, on est vraiment producteur de spiruline. On fait la fraîche, la surgelée et puis de la déshydratée. Ça, c'est vraiment notre savoir-faire. Et ensuite, sur les autres produits, on fait ce qu'on appelle des collabs, un peu à la manière de microbrasseries qui vont aller faire une collab avec quelqu'un qui fait du café ou quelqu'un. Enfin, voilà, on est un peu sur ce même business model. Tu vois, le miel, on fait une collab avec un apiculteur.
Donc on travaille ensemble le produit, entre guillemets, en mélangeant nos matières premières. Pareil pour la bière. Pareil on fait des energy balls, des petites boules énergétiques, un peu comme des barres de céréales. Et ça, on fait ça avec une autre entreprise. En fait, c'est le modèle collaboratif qui marche pas mal là-dessus. Comment ça fonctionne du coup, très concrètement, comme ça, avec l'autre entreprise, comment vous fonctionnez et comment vous avez mis en place ce partenariat? Eh bien, ça dépend de l'entreprise. On s'adapte un peu aussi à chaque partenaire en fonction de qui a la capacité de production chez lui. Enfin, tu vois, typiquement la bière, c'est les brasseurs qui ont le savoir-faire sur le produit fini. Donc, nous, on fait l'extraction du pigment bleu de notre côté, on leur amène le pigment bleu. euh, et voilà, et ensuite on brasse, enfin, eux brassent de leur côté, on vient les aider sur l'embouteillage. Enfin, l'idée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne pourra pas devenir une industrie de la spiruline, c'est que c'est vraiment encore fait de manière, c'est encore un peu à la bonne franquette, à l'artisanale. En fait, on vient leur filer un coup de main sur la partie embouteillage. Euh, voilà. D'accord. Oui, bah, ça n'empêche pas, ceci dit, demain. Tu disais tout à l'heure, justement, il faut tester le plus rapidement possible. Finalement, c'est ce que tu fais. Oui, c'est artisanal, mais ça marche. Mais ça marche, et puis c'est fait dans d'excellentes qualités. Enfin, là, aujourd'hui, si on arrive à valider une DLC 10 jours, c'est que c'est vraiment fait dans des qualités qui nous permettent de travailler même aujourd'hui avec des industriels, s'il fallait travailler avec des industriels. Mais ça reste des gens, ça reste une histoire, ça reste des personnes derrière. Et puis les brasseurs, c'est des copains, et l'apiculteur, c'est un copain. Et puis, C'était une question que j'allais te poser, justement. C'était comment est-ce que tu avais réussi à rencontrer finalement tes premiers partenaires, parce que je pense que c'est pas forcément facile. On peut travailler au début, entre guillemets, un peu dans son coin, puis après, quand il s'agit d'aller trouver des partenaires, bah, il faut les trouver, il faut oser leur parler du produit. Comment ça s'est passé, toi, les premiers partenaires que t'as trouvés? alors pour les brasseurs, je t'ai expliqué le programme d'entrepreneuriat. Et puis un jour, ils étaient à 50 mètres, donc on a mangé ensemble, ou on a bu une bière ensemble, je me souviens plus. Et voilà, on a discuté de cette bière bleue, puis on a très très rapidement fait des tests. Sur l'apiculteur, c'est un apiculteur dans lequel en fait, maintenant, l'endroit où on est installé à Villeneuve-d'Ascq, sur la nouvelle ferme urbaine, c'est une association qui nous accueille, qui s'appelle Récoltez-nous, et qui essaye d'installer justement des porteurs de projets, pour de faciliter l'installation des porteurs de projets. Et cet apiculteur, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Euh, les Energy Balls, eh ben, c'est une bonne question. On fait partie d'un incubateur maintenant qui s'appelle Alimentaire, donc un incubateur plus orienté food tech. Et ben ça te permet vraiment d'agrandir ton réseau. Et c'est aussi comme ça qu'on a rencontré d'autres entreprises sur lesquelles on est en train de travailler les futurs produits pour la saison 2022. Tu me parlais tout à l'heure dans ton équipe d'avoir recruté une personne justement pour t'aider à la communication. Comment tu te fais connaître aujourd'hui? Eh ben, ouais, enfin, c'est hyper important pour nous la communication, parce qu'on a un produit qu'il faut expliquer, on est une marque qui doit grandir, et puis on s'adresse directement aux particuliers, on est en B2C. Euh, je pense que voilà, forcément les réseaux sociaux, c'est vraiment un des grands premiers piliers gratuits qu'on a. Ça, c'est vraiment un grand pilier à exploiter en tant qu'entrepreneur. On a créé assez vite nos pages, et du coup les gens nous suivent depuis assez longtemps en fait, d'abord sous forme de projet, sous forme d'entreprise. Et du coup ce qui est cool, c'est que ça fait une communauté qui est fidèle. Alors très souvent cette première communauté, c'est nos potes, donc c'est pas forcément des clients, c'est pas forcément des gens qui vont acheter nos produits, mais par contre c'est des gens qui sont relais de ce qu'on fait, de nos actions, etc. Et c'est super important. Il faut réussir aussi à les avoir sur la durée, parce qu'au bout de 2 ans et demi à parler à tes potes de ton projet, à un moment ils en ont marre. Et à un moment ils arrêtent de liker tes posts. Mais ça reste quand même super important. Les premiers petits concours aussi, ben les concours de WeDo, les concours de Make Sense, voilà, les premiers petits concours nous ont donné un peu de visibilité. Et ça c'est vraiment chouette. C'est des belles opportunités pour les entrepreneurs. Et puis bah, maintenant qu'on est un peu plus gros, ou en tout cas qu'on est en entreprise, on est passé par une agence de communication quand même pour nous faire notre site web, nos nouveaux packaging, notre charte graphique, pour essayer d'être cohérent sur ce qu'on fait. Ça, je pense que si tu veux bien grandir, c'est aussi une des clés de succès. Une agence de com, ou en tout cas quelqu'un qui est du métier, parce que tu te rends compte que ça fait vraiment, vraiment la différence. Euh, et puis aujourd'hui, Margot, notre chargée de communication, elle alimente la communauté sur les réseaux sociaux. On propose des ateliers pédagogiques aussi autour de la spiruline. Donc, on a un atelier dans une ferme de permaculture autour de la récolte de spiruline.
puis un atelier autour de la cuisine de la spiruline fraîche. Ça, c'est Margot qui fait ça. Et donc ça nous permet de rencontrer entre guillemets notre communauté ou de rencontrer en tout cas des clients. Et passer un moment privilégié comme ça pendant 2 heures avec un client, en fait, c'est des gens qui sortent, mais qui sont des, s'ils ont bien aimé, et puis s'ils ont bien accroché avec le produit, qui sont des porte-étendards du projet, parce que le bouche à oreille, finalement, c'est vraiment un des canaux de communication le plus efficace. Et nous, voilà, on mise beaucoup là-dessus aussi avec nos ateliers. D'accord, donc c'est beaucoup la communauté, les réseaux sociaux et complété par des ateliers en physique locaux. Et non, non, j'ai oublié un gros truc, la presse aussi. Évidemment, la presse, ça pour nous, ça a vraiment, c'est ce qui a tout changé. On a la chance d'être dans la métropole lilloise où les projets sont vraiment mis en valeur facilement. Et on a fait en octobre dernier nos portes ouvertes. Et c'est vrai que des portes ouvertes dans une ferme de spiruline, ça fait parler, ça attire pas mal de monde. Et on a eu de la chance, du coup, entre octobre et novembre, d'enchaîner beaucoup de petits reportages télé, enfin des petits plateaux, des articles de journaux, etc. Euh, voilà, et ça, c'est vraiment, enfin, on se rend compte que c'est un impact fou, quoi. C'est top, effectivement, les médias et la presse, c'est top. C'est souvent une question que se posent d'ailleurs les jeunes qui lancent des projets, c'est si tu as quelques éléments de réponse à partager, je pense que ça peut être intéressant, c'est ben, finalement pour attaquer la presse, comment on s'y prend, comment toi tu t'y es pris pour réussir à te faire un peu connaître auprès de la presse et pour attirer leur attention. Bah, en fait, il faut se dire déjà, en tant qu'entrepreneur, que la presse, elle est vraiment demandeur de ça. Enfin, ils attendent ce genre de projet un peu innovant, ils attendent. Donc, c'est juste une question d'avoir le contact, mais enfin, il y a très, très peu souvent de refus. Enfin, elles ont vraiment un intérêt pour ce qu'on fait, donc on va très peu souvent se faire recaler. Nous, ça a démarré à Roubaix. Alors forcément, l'une des premières choses à faire, c'est d'appeler les journaux régionaux ou locaux, enfin plutôt même locaux d'ailleurs, qui vont faire un premier petit article. Et puis très souvent, c'est un peu réaction en chaîne, c'est un peu en cascade. Une fois qu'on en a fait un, on va être contacté une deuxième fois, on va être contacté bah, pour un podcast, pour un petit article dans une revue spécialisée, etc., etc. Et cetera. Et puis ça va être un peu réaction en chaîne. Et, euh, et voilà. Et puis des événements jalons comme des portes ouvertes, comme le lancement d'un produit, etc. Ça, enfin, on l'apprend dans les incubateurs. Il faut faire un petit communiqué de presse, l'envoyer à le plus de monde possible. Puis petit à petit, ton répertoire presse, il s'agrandit. Et puis à chaque fois que tu as des occasions, tu relances tout le monde. Et puis voilà. Oui, c'est bah, effectivement c'est quelque chose d'important nous qu'on voit hein, au niveau de la presse, c'est important de leur donner des histoires à raconter. Et effectivement, les événements, bah, c'est vrai que pour des journalistes, bah, ça leur permet derrière de raconter une histoire qui a un intérêt réel pour le lecteur. Ils sont pas là pour faire de la publicité, ils sont là pour faire découvrir des choses. Et c'est vrai que les journées portes ouvertes, je pense qu'effectivement c'est une très bonne idée même pour se différencier un peu, parce que finalement je pense qu'il y a peu d'entreprises à impact qui le font. Je pense qu'effectivement c'est une bonne idée. Aujourd'hui, Etika Spirulina, où ça en est? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu en vis? Et quels sont tes projets pour la suite? Ouais. Alors, est-ce que ça marche? Bah, en ce moment, oui, plutôt, plutôt bien. C'est un projet qui a été long. En fait, on a une infrastructure et du coup, c'est un projet qui est long à mettre en place. Ça fait déjà 2 ans. Il y a eu un an de maturation, de réflexion autour du business model, etc., de prototype. Et là, on a créé l'entreprise en mars dernier, donc on a encore un tout petit peu moins d'un an en tant qu'entreprise. Euh, on a levé entre guillemets les financements entre avril et juin, et cet été on a installé donc cette ferme urbaine sur Villeneuve d'Ascq. Faut se dire que la partie commerciale a démarré en fait en octobre pour nous. Donc aujourd'hui on récolte que maintenant entre guillemets les fruits de notre travail. On se rend compte que maintenant de ce qui marche pas. On est encore vraiment dans une dynamique test and learn euh, avec qui on travaille en termes de distributeurs. Est-ce que c'est aujourd'hui beaucoup d'épiceries locales qui sont engagées parce que c'est vraiment ceux avec qui on a envie de travailler. Mais on commence à tester aussi des un peu plus gros pour voir ce que ça donne. On teste de la vente en ligne. On vient de lancer notre site web.
Donc on est encore vraiment dans une démarche de on apprend sur ce qu'on fait en fait. Il y a rien encore comme process qui est vraiment fixé. Mais bah, écoute, commercialement, ça marche, bien. On est bien dans les attentes pour l'instant, par rapport à des chiffres qui ont pu être faits sur du papier. Et, heu et par contre, j'en vis pas encore parce que je suis encore sur mon chômage. Donc l'idée est de profiter de ce chômage encore jusque septembre et puis de pouvoir me payer après à partir de septembre. Et par contre, ça permet de faire vivre 2 autres personnes, ici en France. Donc ça c'est plutôt cool. Tu as fait quand même un sacré bout de chemin avec Etika Spirulina. J'imagine que tu as fait appel à un certain nombre de ressources aussi, peut-être pour te former, pour apprendre des choses. Alors, tu parlais tout à l'heure des incubateurs qui ont, si j'ai bien compris, qui t'ont beaucoup soutenu et que tu recommandes pour aider à avancer. Est-ce que tu aurais aussi des recommandations de blogs, de livres, de ressources vidéo que tu as pu utiliser et qui t'ont aidé? Et beh, les formations sur la spiruline. Non, je plaisante. Non, je plaisante évidemment, mais enfin, on a une spécificité métier qui fait que, bon, on a dû se former, on a dû beaucoup se former sur notre métier. J'ai dû aller faire pas mal de formations. J'étais accueilli par plein de producteurs, hyper sympas pour des stages et cetera. Par contre, sur l'entrepreneuriat en général, bah, les podcasts, c'est quand même chouette d'écouter les podcasts, d'autres entrepreneurs justement pour savoir un peu, ce qu'ils ont bien fait, mal fait. Tu as des podcasts que tu recommandes particulièrement? Et beh, j'ai jamais de nom en tête parce que j'écoute de manière très random sur Spotify les podcasts, entrepreneuriaux. Très Heu, bien. Bon, si t'en as qui te reviennent, on pourra les mettre en bas dans le texte sous Avec le plaisir, podcast. ouais, avec plaisir. Et après, et beh, bon, moi je suis vraiment fan de l'entrepreneuriat social en général et du modèle de l'entrepreneuriat social. Donc j'ai lu quand même pas mal de choses là-dessus. Et moi, c'est ça qui me donnait, c'est vraiment ça qui m'a donné le peps jusqu'ici, en disant, bah, un jour, j'ai vraiment envie d'être un entrepreneur social, et de voir que mon activité fait des belles choses pour la planète, quoi. T'as plutôt lu des livres, plutôt lu comment dire, des blogs, des documents sur Internet. Ouais, livre, bah, il y a très très longtemps, c'était 80 hommes pour changer le monde. C'était les premiers livres un peu sur l'entrepreneuriat social. Et puis depuis, il y a des choses chouettes sur les low-tech. Mathieu Dardaillon aussi de Ticket for Change. Voilà, il y a plein de trucs chouettes, à lire là-dessus. Ok. On va super. Comme ça, tu as donné quelques clés pour ceux qui effectivement voudront en savoir un petit peu plus. Et puis, c'est pas forcément des livres qui datent un peu, sont pas forcément les moins intéressants. Donc, effectivement, je recommande aussi cela. Euh, on arrive bientôt à la fin de cet échange. Alors, j'ai une dernière petite série de questions, un peu plus courtes que je vais te poser. Euh, la première, qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure? Oh la vache! Heu, Qu'est-ce que j'ai préféré? Bon, ouais, la fierté d'avoir fini la ferme urbaine, à la fin de l'été là avec la famille, les amis et tout, de voir enfin tout ce qu'on avait fait. Ok. Quelles sont les meilleures décisions à ton avis, que tu as prises, qui t'ont permis d'être où tu es aujourd'hui? D'avoir pris 2 personnes avec moi, là pour cette année, clairement c'est vraiment ça a été indispensable. Je pense d'avoir privilégié le local, de se dire que on nous a beaucoup dit de ne pas être producteur, mais juste de travailler la spiruline, dans des produits transformés et cetera en l'achetant. Et beh, ça, je crois que ça a été l'une des meilleures décisions d'avoir tenu et de se dire, et ben, on sera pas une start-up, scalable, on sera pas une industrie, mais par contre, on est producteur. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a nos clients. C'est que les gens peuvent venir visiter ce qu'on fait, savent ce qu'on fait, savent nos engagements. Heu, voilà, je pense que c'est un très bon choix. Ok. Quelle a été ta plus grosse galère ou une de tes plus grosses galères? Bon, clairement, les pertes d'associés, clairement, c'est jamais drôle, même si ça s'est fait dans les 2 cas dans des bonnes conditions et puis, sans galère, personnelle ou amicale. C'est super dur de repartir, d'avoir le sentiment de repartir de zéro, de se questionner le projet et cetera. Hmm. Et qu'est-ce que tu ne referais pas? De se faire trop accompagner aussi. J'ai on a Et ben ça, c'est pareil, c'est un vice dans lequel il faut pas tomber. On a tendance au début à se mettre dans tout plein de programmes, à tout participer à plein de conférences. Alors ça permet de se faire un réseau, certes, mais en fait, on finit par perdre un peu de temps à recevoir des conseils de 30
30 structures en même temps où tu vas aller à des conférences, aller à des endroits où des gens vont donner l'avis sur le projet. C'est super chouette, mais au bout d'un moment, faut vraiment taper dans le concret, quoi. C'est souvent effectivement une remarque que font les entrepreneurs qui ont déjà lancé une ou plusieurs prises. Et d'autant plus qu'en fait, on est quand même tous assez ficelés au chômage, assez ficelés. Il faut profiter le plus possible des ressources qu'on a à l'instant T pour pouvoir réussir à se payer un jour. Et c'est vrai que tout le temps perdu, c'est la survie de l'entreprise qu'en dépend. Bon, et j'arrive à ma dernière question. Si tu avais l'occasion de te croiser toi-même il y a 5 ans, avant d'avoir créé Ticketspirina, ou alors quand tu avais en tête l'idée et que tu étais en train de te lancer, si tu avais un conseil que tu pouvais te donner, si tu pouvais te croiser te donner un conseil, ça serait lequel? Et ben ça serait ça, ça serait vraiment de faire le concret le plus rapidement possible. Enfin, vraiment, va à l'essentiel, quoi. Vraiment, je dis ça alors que je viens de parler pendant une demi-heure sur chaque question, mais va à l'essentiel sur les produits, va à l'essentiel sur les clients, etc. Ok, ça marche. Et effectivement, on reboucle avec ce que tu disais au tout début. Donc écoute, on a un vrai fil rouge, hein, tester le plus rapidement possible, avancer le plus rapidement possible. Donc même si effectivement on a bien échangé, on reste sur la même lignée. Bah merci beaucoup Xavier pour cet échange super intéressant. On a pu comme ça découvrir ta vie d'entrepreneur, tes galères comme tout le monde d'associé. On a aussi appris à ce qu'est la spiruline. Et voilà, et je suis persuadé qu'on est un certain nombre à avoir envie de tester, que ce soit la bière bleue ou autre. Moi, je suis assez curieux de la tartiner sur du pain. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis je te souhaite bonne continuation. À Ben, un bientôt. grand merci à toi, Cédric, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Société Projet. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!